Salut tout le monde, c'est Célia et Alex. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour un nouveau podcast aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, déjà, on va commencer par une petite review café. Ouais. Donc, on aimerait parler du café Tommy Café. Oui, qui est sur exactement. le plateau. Ouais, parce qu'il y a plusieurs succursales. Donc, nous, on a été à celui-là qui était sur le plateau, donc plateau Mont-Royal, quoi. Ouais, c'est ça, sur l'avenue Mont-Royal. Exactement. Totalement. Et puis, du coup, on avait toutes les deux pris un latte vanille, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, on avait toutes les deux pris un latte vanille. Exactement. Et Alex trouvait que ça manquait un peu de vanille. Ouais, mais moi, j'ai toujours un problème avec ça. Vous allez le découvrir à force de toutes mes reviews café où il y a de la vanille dans ma boisson. Je vais toujours être là en mode, ça manque de vanille. Donc voilà, mais c'était bon. Mais... Ouais, moi ça me dérange moins parce que j'aime beaucoup plus le goût de café. Moi j'aime bien quand il est un peu plus prépondérant. Donc du coup, c'est ça. Moi j'ai un peu plus, je pense, aimé que Alex. Mais elle en avait pris quelques semaines auparavant la même chose au même café et il était très bien dosé. Donc je pense que ça dépend. C'est juste qu'il était sur place. Alors je me demande s'il y a une histoire de contenant, tu sais, dans le sens que peut-être que la personne avait mis plus de couches de vanille. Ouais, c'est pas la même personne qui a fait le café. Mais voilà. Donc voilà. C'est très sympa d'ailleurs le petit Tommy's Café. Ouais. C'est très mignon. En fait, à l'intérieur, il y a aussi une pizzeria. Donc c'est un resto italien / café. Donc c'est très sympa. Donc petite vibe sympa. Ouais, exactement. Après derrière, on fait notre petite promenade, on va au parc. Exactement, Parc La Fontaine. Bien cliché. Voilà. Très français, très français du plateau. Ouais, on s'excuse, on correspond un peu au cliché de temps en temps. Non, oui, on correspond totalement au cliché. Ça dépend, oui. J'essaie de me rassurer comme je peux. Ouais, c'est ça. On est arrivé ici en mode, on ne veut pas correspondre au cliché du français qui habite au plateau. Mais oui. On n'habite pas au plateau, on s'en sort pas trop mal. Bah si. Ben non. Moi j'habite au plateau. Oui mais non. Ah si. Ouais, mais là. Bah, pas loin. Pas loin. On est toutes les deux pas loin. Ouais, on va dire ça comme mais ça. on n'y est pas. Ouais, bon, exactement. Bref. Mais en tout cas, on vous a même pas dit aujourd'hui de quoi on allait parler. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre de l'épisode, on va parler d'After et des livres et de la romance dans les livres en général. Ouais. Donc, ça va être ça le pitch un peu du jour, d'épisode du jour. Ouais, sujet qui nous tient très à cœur. Exactement. Me tient particulièrement à cœur. On a beaucoup lu. Ouais. Alex, je pense que t'as plus lu de romances que moi. J'ai lu des centaines de livres. Parce que j'en ai lu pas mal, mais c'est vrai que vu que je lisais pas mal d'autres trucs à côté, j'en ai peut-être lu moins. Et puis bon, par rapport aux parents, etc., c'est un peu plus... C'est pas quelque chose que tu cries sur tous les toits. Ouais, c'est ça. Genre, faut avoir l'argent pour aller en acheter, puis quand t'es mineur, etc., puis il faut avoir l'occasion... Ouais, malheureusement, il y a aussi beaucoup de plateformes illégales. Là, je vais pas mentir que quand j'étais plus jeune, j'utilisais beaucoup ça parce que, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais effectivement, quand t'as pas l'argent tout le temps d'aller acheter des livres ou que t'as pas forcément envie de montrer à tes parents que tu lis ce type de romance, voilà. Mais après, c'est mieux de consommer, sinon en friperie, ils ont des coins livres, il y a plein de choses maintenant. C'est vrai. Je pense qu'en France, c'était moins répandu qu'ici, là, de pouvoir acheter du livre de seconde main. Ouais. En tout cas, moi, du coin d'où je viens, c'est un peu perdu, donc c'est ça. Mais le livre poche, par contre, moi, j'ai beaucoup de livres poche en France parce que justement, ça, c'est un truc c'est pas cher et c'est très très bien. Ça fait très bien le travail quand t'as besoin de lire un livre. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'utilisais pas du tout. Par contre, non, on va... Vous savez quoi ? On va d'abord vous pitcher. Parce que sinon, je vais partir, je le sens. Donc, on va vous pitcher la saga de livres. Exactement. On va vous pitcher la saga de livres After. Est-ce que tu veux y aller ou j'y vais ? Bon, je peux commencer vite fait, puis de toute façon, on embarque avec moi. Du coup, c'est une série de livres qui a été écrite par Anna Todd, publiée au départ sur Wattpad. Ouais, on parlera de Wattpad d'ailleurs. C'est ça. Ce sera peut-être un sujet d'un autre podcast, on verra. Mais ça, c'est donc une plateforme où les auteurs peuvent publier leurs livres. Gratuitement, c'est ça. Avant, c'était gratuit, ouais. Donc, à l'époque. À l'époque. Donc, voilà. Je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes de notre âge, à peu près, de notre génération, qui ont commencé la romance par les livres After. C'était un best-seller dans le monde entier. C'était très connu, quoi. Ouais. C'était très, très lu. Ils en ont même carrément fait des films. Oui, exactement. Que peut-être certains d'entre vous auront vu. Alors, nous, on a vu...
Mais on a un avis... On n'a pas tout vu. Ouais, mais pas besoin. Ouais, voilà. On a un avis mitigé parce qu'on est très à cheval sur les adaptations de livres en film. On aime bien quand c'est quand même très proche fidèle, ouais. Très fidèle, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Très fidèle au livre. Et c'est vrai que ça reste Anna Todd qui a produit les films. Donc, c'est elle qui a fait ses choix. Donc, ça se respecte totalement. Mais c'est vrai que nous, on aime beaucoup le fait que ce soit proche du livre. Et c'est vrai que... forcément, il y a des choses qui ont été adaptées, des personnages qui ont été plus ou moins modifiés, et des changements d'acteurs. Ça me dérange moins, mais moi, ça me dérange un peu. Toute l'histoire qui a été... Il y a des morceaux qui ont été zappés bâclé aussi. En fait, et surtout, je trouve que si tu n'as pas lu le livre, tu ne comprends pas le film. C'est genre le premier. Non, le premier, moi, ça va. Ah, je trouve que... Ouais. Par contre, la suite, j'ai du mal. Genre, de toute façon, de manière générale, je pense que... c'est tellement difficile d'adapter un livre au cinéma. Certes. Là, ça reste que, forcément... déjà, moi, j'avais pas lu à l'époque. Ouais, c'est ça. Moi, je les avais lus. Mais apparemment, déjà, le personnage principal, il est plus ou moins similaire, ou ressemblant. Ça va. On sait encore. Mais ouais. Mais du coup, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est un peu After, Alex ? Dis-nous. Alors, pour vous pitcher rapidement, parce que je pense que, c'est assez facile à trouver après sur Internet, mais donc After, c'est l'histoire de Tessa, donc Teresa Young, qui à 18 ans part à la fac. Donc voilà, le chemin un peu classique de tout le monde, et entre guillemets, ou du moins de tous les Américains. Donc elle part à la fac proche de Seattle. Ouais, à l'université. Ouais, exactement, à l'université. Donc c'est une étudiante qui est vraiment ambitieuse, volontaire, qui est très carrée, très organisée. Elle a déjà un petit ami. Il y a une espèce de cliché un peu de la petite fille un peu parfaite. Exactement. Genre elle est blonde aux yeux bleus. Un petit cliché. Et en fait, elle arrive, elle vient pour faire des études en littérature, tout ça. Et elle tombe sur Ardine. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a un gros débat. Désolée, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était Ardin, mais apparemment, c'est Ardine. Okay. Donc, on va la rester sur Ardine. Moi, du coup, je suis biaisée parce que moi, j'ai vu les films... Enfin, j'ai vu le film, le premier, avant de lire les livres. Ouais. Donc, moi, forcément, tout est biaisé parce que... Ardine, ça rend mieux aussi. Hein, oui, clairement. Puis, les personnages, etc., moi, forcément, je les... S'ils associent au nom, à la voix, enfin... Ouais. Mais du coup, voilà, elle rencontre Ardine, qui est un peu le stéréotype du bad boy et tout, qui étudie aussi en littérature. En fait, elle a des cours en commun avec lui. Et en fait... D'ailleurs, ça commence par un débat dans une salle de cours sur un Orgueil et Préjugés. Exactement. Sur le livre Orgueil et Préjugés. Ils en parlent beaucoup dans la saga After. Et en fait, au final, la coloc de Tessa, parce que en Amérique du Nord, les chambres sont partagées, et la coloc de Tessa est une des amies d'Ardine. Ouais. Et en fait, c'est tout un truc où après, elle se retrouve avec Ardine, et c'est là que commence, entre guillemets, leur histoire d'amour très compliquée. Ouais. Mais c'est ça, c'est toute une histoire d'amour. En fait, on les suit à travers leurs années à la fac, et après, à la fin de la fac, quand ils vont dans la vie active. La relation un peu toxique quand même, hein, soyons francs. La relation très toxique, relation qui nous a formés par excellence en tant que jeunes femmes qui lisions des livres de romance, parce que... D'où le sujet du podcast d'aujourd'hui. D'où le sujet du podcast, qu'on voulait absolument en parler, parce que After, je pense que on a plus ou moins adoré lire cette histoire d'amour quand on était plus jeune, bien qu'on voyait que c'était toxique, mais... Pas moi. Ouais, moi je voyais un peu le truc, mais je normalisais quand même des choses. Ça annonce que moi, vous allez voir, ça va annoncer beaucoup de choses sur ma personne, mais c'est vrai que moi je voyais aucun problème à la situation. Ouais, non. Et si je le relisais maintenant, mais genre vraiment, je pense toutes les 2 secondes, j'aurais envie de vomir, je serais là en mode non. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je voyais un peu les red flags, mais j'avoue que je normalisais quand même pas mal de choses. Ouais. Parce qu'on est un peu en mode, oui, mais il a été blasé par la vie. On essaye de le comprendre. En fait, c'est surtout ça. On essaye de comprendre le personnage d'Ardine, qui est un personnage très torturé. Ouais, c'est ça. Si on fait un petit pitch rapide un peu des 2 personnages, d'un côté, on a donc Tessa, qui est la petite fille sage, qui a grandi seule avec sa mère, qui du coup est assez responsabilisée assez tôt, et pleine d'ambition. Ah, le petit ami un peu parfait, c'était son meilleur ami, ils sont ensemble, ça se passe bien. Ils sont pas dans la même fac. Le petit gars un peu idéal, il a 1 an de moins qu'elle, donc il est encore... Ah oui, t'as raison. Oui, il est encore au lycée. Il est encore au lycée ou au secondaire.
s'il y a des Québécois qui nous écoutent. Donc c'est ça. Et puis donc elle a quand même eu un peu de trauma par rapport à son père quand elle était plus jeune. Donc ça c'est important aussi dans leur histoire derrière, je trouve un petit peu. Qui est parti, parce que son père est parti. Ouais, son père est parti exactement. Et puis du coup, elle est très jeune, elle se connaît pas, elle a jamais eu de relation physique avec un homme, etc. Donc il y a ce côté où elle est dans la découverte de tout, de l'attirance, de son corps, l'attirance, je dirais même les hormones, c'est ça, s'écouter, tout ce qui se passe en fait physiologiquement, je dirais. Puis en comparaison, on a Hardin qui est du coup un peu plus âgé. Il a 2 ans de plus qu'elle, je crois, un truc comme ça. Voilà, un petit peu plus âgé. Très actif, on va dire. Quelle expérience, quoi. Ouais, clairement. Puis qui, lui, pour le coup, sa mère donc vit en Angleterre, son père vit aux États-Unis. Il est né en Angleterre, il vivait avec ses parents. Son père est parti quand il était petit. Ouais. Du coup, il a vécu seul avec sa mère, qui s'est fait battre, si je dis pas de bêtises, par un gars avec qui elle était. Son beau-père. Il n'y a pas eu que ça. Non, mais on essaie de faire. Il y a eu plein de traumas là. Enfin, du coup, le gamin est un peu traumatisé. Il a eu une histoire de vie très compliquée. C'est ça. Après, donc, abandonné par son père. Ouais. Après, il est parti à l'université. Du coup, il vit chez son. Il vit à la fraternité. Ouais, il vit à la fraternité. Son père est le doyen de l'université, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, du coup, ils ont une relation conflictuelle. C'est difficile, c'est compliqué. Il en veut à son père. Enfin bon. Voilà, juste 2 personnages qui, au final... ont leur passif. Et on pourrait se retrouver d'ailleurs en eux, pas forcément au niveau de leurs histoires, mais on a tous vécu des choses qui fait qu'on a des manières de réagir et de fonctionner comme ça. Et c'est justement ce sur quoi on va partir après, parce que les livres, on s'est beaucoup retrouvés dans les livres à cette époque-là, donc l'époque de notre adolescence, parce que nous, on a découvert, les livres, on en lisait déjà, là, mais... Ouais, moi, je lisais beaucoup tout ce qui va être littérature classique. Moi, j'étais vraiment... faut savoir que, collège ou début du secondaire, moi, c'était vers mes 13-14 ans. On lisait beaucoup de livres de littérature classique française, etc. Moi, faut savoir que j'adorais ça. C'était mon péché mignon. Moi, j'aime énormément la littérature classique, beaucoup 16e, 17e, tout ça, j'aime énormément. Aussi le mouvement, beaucoup de romantisme, tout ça. Moi, c'est vraiment ma came. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu ça. Et moi, du coup, j'ai découvert la romance en allant voir After, du coup, le premier film au cinéma avec une copine, genre de manière un peu... voilà, on s'est dit, bon, tiens, on va au cinéma, il y a quoi ? On va voir ça. Et en fait, je suis jeune aussi à ce moment-là, je pense. Je découvre un peu... les relations amoureuses, j'étais... T'es un petit peu plus vieille que moi, du coup, quand même. C'est ça, moi j'ai commencé un peu plus vieille que toi. Moi je découvre After, j'ai 18 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, vu que j'accroche beaucoup avec le premier film, le seul d'ailleurs avec lequel j'ai vraiment eu des attaches, j'accroche à ce moment-là beaucoup avec le premier film, et donc je lis en fait les livres derrière, et je découvre un nouveau style d'écriture, un nouveau style de littérature que j'aime beaucoup. Un nouveau monde. Et clairement, un nouvel univers. Oui. Et donc, je lis énormément à ce moment-là de romances. Et je pense que ça a duré quand même quelques années. Là, ça fait un petit moment que je suis en pause. Mais je compte bien revenir dessus très rapidement. Puis moi, à contrario, c'est pas mal différent parce que moi, je suis vraiment pas fan de la littérature classique. Donc, c'est vraiment pas... je le lisais pour les cours, là, mais pas ce que je lis chez moi, quoi, pour me détendre. Mais en fait, c'est une de mes amies, ma meilleure amie, qui, pareil, est tombée, je pense, sur After et qui a commencé à lire ça. Et elle m'a conseillé de lire After. Elle m'a conseillé de regarder les livres sur Wattpad. Parce que moi, il faut savoir que j'ai toujours été attirée par les petits trucs de romans. J'ai toujours lu des histoires, on va dire, de science-fiction. Il y avait un fond de romance, mais c'était toujours de la science-fiction ou des trucs de mystère. Ou voilà, j'ai toujours regardé plein de films et séries sur la romance, j'adore ça. Mais par contre, j'avais jamais lu. Et en fait, je suis tombée dedans. Et au début, vu que j'étais jeune, parce que je devais avoir 14-15 ans, je lisais un peu en tsum-tsum, quoi. Je lisais un peu en sous-marin, je chopais des extraits gratuits en fait d'After sur Google, et c'est comme ça que j'ai commencé, parce qu'au début, bien évidemment, After, ça implique aussi des relations physiques, donc du sexe, et au début, quand t'es jeune, ça peut être un petit peu... on peut être un peu gêné de lire ça. On va dire que ça, surtout quand t'es encore au lycée ou au secondaire, c'est
pas quelque chose que tu parles beaucoup peut-être avec tes amis, ça dépend de ton groupe d'amis. Mais nous, on n'était pas, avec mes potes, on n'était pas très actifs dans le sens où on n'avait pas de mec, on n'avait pas de relation aussi à côté, donc ce qui faisait que ça venait pas vraiment sur le tapis. Mais donc j'ai commencé comme ça, donc j'ai lu After, et en fait pareil, j'ai découvert tout un monde, un univers que j'ai adoré. Et là où j'ai vraiment commencé à en lire, c'est parce que après le brevet, donc c'est à la fin du collège. C'est un examen qu'on a en France qui atteste de un certain niveau de connaissance et de grammaire, tout ça, d'anglais et tout. Donc on peut passer après au secondaire, quoi. Ouais, c'est quoi en fait, le secondaire est déjà débuté ici. Ok, après, dans tous les cas, nous, c'est comme si après on commence notre secondaire. Je me rappelle plus exactement les années ici, comment ça fonctionne. Mais je sais que du coup, nous, c'est à la fin de notre 14e, sur notre 14e année. À cheval sur la 14e, 15e année. Ah, mais oui, mais c'est comme aux États-Unis. Ils commencent leur dernière année de collège, c'est leur première année de secondaire. Ouais, mais ici c'est plus tôt. Ici, en tout cas, au Québec, c'est pas fait pareil. Mais en tout cas, voilà, avec le brevet, vu que j'avais une très bonne note, j'ai eu un chèque qui me permettait d'aller acheter des livres à Fnac, à Cultura, qui sont des enseignes de librairie Moi, j'ai pas eu d'argent. Voilà, un peu comme Best Buy ici. Donc, je suis partie acheter ça et j'ai découvert avec Another Story of Bad Boy. Tout est dit dans le titre, mais j'ai découvert la romance plus particulièrement avec ça. Et après, je me suis lancée dedans et on va en parler aujourd'hui parce qu'on adore ça, les livres, on adore la romance aussi. Puis maintenant, moi, je m'arrête pas d'en lire. Mais on veut vous parler aussi des côtés un peu plus... pas négatifs, mais des côtés... Être conscient de l'impact que peut avoir le fait de commencer à lire style de lecture, donc ici la romance. Ouais. Un style de littérature qui, pour le coup, peut impacter la perception, à mon goût, relations amoureuses, surtout quand on est jeune. Oui. C'est vrai que Alex a commencé du coup plus tôt que moi, et je pense que si j'avais commencé à cet âge-là, non, en vrai, ce serait pas pire que ma situation actuelle. Non, mais après, ça changerait pas grand-chose. C'est plus que, justement, on en vient au fait que la maturité, ça peut venir chez des personnes plus naturellement que d'autres, et aussi au fur et à mesure des expériences que tu fais. Ouais, puis la maturité dépend beaucoup. Par exemple, je sais que j'étais très mature sur beaucoup d'autres aspects de la vie, mais les relations amoureuses, pas du tout. Moi, le premier garçon dont je suis tombée amoureuse, vraiment, c'était une toxicité sans nom. C'était vraiment, franchement, tragique, catastrophique, tout ce qu'on veut. Je reviendrai probablement un peu dessus plus tard dans le podcast, mais c'est vrai que du coup, il y a ce truc-là où je me suis perdue. Va falloir que je suis désolée, je suis fatiguée. Dans tous les cas, ça fait partie... En fait, je pense que ça fait partie de nous, les relations toxiques, quand t'es plus jeune, parce que quand déjà... tu te construis, en fait. C'est surtout ça, c'est que tu te construis au fur et à mesure. Et comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est grandir dans une relation amoureuse, parce que tu te construis en même temps d'avoir une relation amoureuse ou d'avoir des relations amoureuses. Ouais. Et donc, c'est toujours un peu difficile. Et c'est ce pourquoi aussi After, c'est intéressant, parce qu'ils se construisent après donc le lycée, après le secondaire, à l'université. Et il y a plein de choses, parce qu'on vous parlait de Tessa qui se découvre, ça a été le cas pour nous, c'est aussi les périodes où quand t'es adolescente, nous c'était un petit peu plus tôt, mais tu te découvres, t'apprends à connaître tes limites, à tester... Ouais, c'est surtout apprendre à se connaître, etc. Oui. Puis Hardin, en comparaison, lui, il apprend à découvrir un peu l'amour. Exactement, sain. Ouais, l'amour sain, être aimé pour ce qu'on est, malgré ce qu'on déteste chez nous. Ouais. Ce qui, ça, est hyper difficile à accepter quand on a genre 18-19 ans. Oui. C'est vrai que, à l'époque, toujours un peu à l'heure actuelle, en fait... pour parler, du coup, je pense pas mal de ma situation qui est très proche de cette situation-là. J'ai toujours eu, par rapport au trauma, je dirais peut-être de l'enfance ou de l'éducation, du passé, on sait pas trop d'où ça vient, mais il y a ces trucs-là où le manque de confiance en soi, ou le fait de pas forcément s'accepter comme on est, que ce soit physiquement, que ce soit personnellement, ça crée des trucs où j'ai pu en relation, et ça peut toujours être le cas, moins maintenant, parce qu'on a travaillé là, mais ça peut être encore le cas en fait, se dire, ok, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est moi le problème. Et chercher à être quelqu'un d'autre
pour rester dans une relation plutôt que de juste privilégier la communication. Quand on est jeune, c'est difficile. Il y a aussi l'aspect où, bah voilà, là, il y a le gars qui est torturé, voilà, on est sur un cliché un peu de... Syndrome du sauveur. Syndrome du sauveur. Ne pas savoir dire stop aussi. Moi, totalement. Bah, je connaissais pas mes limites. C'est ça. Pas physiquement, hein, c'est vraiment dans l'aspect savoir se respecter. Ouais. Parce qu'en fait, bah, comme j'avais littéralement aucun amour propre, non, bah, faut être réaliste. Je peux en parler avec du recul maintenant. 4 ans de psychothérapie. Non, mais je comprends. Mais c'est ça, en fait, il y a ce truc où j'avais pas spécialement d'amour propre parce que je m'aimais pas pour qui j'étais. Et c'est vrai que à ce moment-là, je suis pas capable de savoir ce qui est acceptable et pas acceptable comme comportement, que quelqu'un qui te souffle le chaud et le froid toutes les 2 secondes, c'est pas normal. Quelqu'un qui change d'attitude à longueur de journée, voilà, c'est pas quelque chose de sain. Que s'il y a quelque chose qui n'est pas constant dans le comportement de l'autre, parce qu'en fait c'est l'inconstance dans le comportement d'autrui qui fait que, en tout cas pour ma part, et je pense pour pas mal de gens, pour beaucoup de gens, on se remet en question en fait. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui ne va pas, purée, mais si j'ai dit ça et à ce moment-là elle est fâchée, la personne en face, bah du coup c'est par rapport à ce que j'ai dit. Donc, et en on fait pense trop, on remet tout en question en fait, alors que ce genre de personnes, malheureusement, eux ils se remettent pas en question sur le fait qu'ils soufflent le chaud et le froid avec toi. Peut-être même pas compte, je saurais pas dire, mais c'est vrai que à 15-16 ans, est-ce qu'on est vraiment conscient de l'impact? Certaines personnes oui, genre mais nous, ça peut, mais ça peut aller vite ça peut vite tourner en comportement abusif à cet âge-là, parce que l'adolescence, vu que c'est un moment où on a beaucoup d'hormones, où on n'est pas... Beaucoup de choses changent chez nous. Je pense que de base, on est tous un peu chamboulés et ça peut mener à avoir des comportements hyper toxiques. Et aussi ne pas... effectivement, il y a la question de l'amour-propre, mais je pense aussi ne pas... ne pas accepter des choses que... on ne ferait pas, dans le sens que tu vois ce que je veux dire, mais surtout que c'est marrant. Si toi tu t'autorises pas à le faire, pourquoi tu l'acceptes des autres? C'est marrant parce que si quelqu'un fait ça à mes amis, genre je vrille, parce que pour moi c'est pas normal. Et en fait c'est un truc que j'essaie d'appliquer maintenant, je pense, du coup, c'est que quand je suis en relation ou quand je fréquente quelqu'un, je me dis, ok, tel comportement, ça me dérange, ou il y a quelque chose de bizarre, ou est-ce que si j'essaie de devenir neutre, un peu spectateur, narrateur omniscient de mon histoire, de ma propre vie, et je suis là en mode, ok, si j'avais une amie à moi qui venait demain et qui me racontait qu'il se passe exactement ce truc-là avec la personne qu'elle fréquente, comment je réagirais, qu'est-ce que j'en penserais, puis qu'est-ce que je lui conseillerais, et du coup, j'essaie de devenir ma propre meilleure amie sur les relations. Parce que, forcément, moi, derrière, j'ai jamais réussi à avoir paix. J'ai pas vraiment réussi à avoir de relations saines derrière. Parce que j'ai du mal à me détacher du syndrome du sauveur. Mais je pense que je m'attache aux gens abîmés, aux gens blessés, aux gens... Mais le problème, c'est que ces gens ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes et que souvent, ça peut se faire avec le temps, mais ça peut se faire aussi avec la psychothérapie quand même, on va pas se mentir, surtout quand c'est des gros traumas. Et c'est surtout parce qu'après, ces gens, ils arrivent pas à s'accorder le bonheur et toi, tu te bats contre quelque chose alors que tu sais que pour l'instant, au final, la personne n'est pas prête. Tu t'auto-détruis. Et exactement. Et je pense que moi, c'est en partie cette peur, parce que moi, j'ai pas eu de relation, mais c'est en partie cette peur, moi, de souffrir et de ça qui a fait que je me suis lancée à corps perdu dans les livres, parce que je fuyais la réalité, parce que aussi je vivais pas de romance, donc en fait ça me donnait pas envie, mais aussi parce que je me l'accordais pas, mais c'est aussi parce que ça m'a créé une vision des hommes et de la romance qui n'est pas la réalité, oui et non, dans le sens que ça crée une vision un peu comme quoi tout est possible, que le happy ending est possible. Mais il faut être réaliste, où des fois, il y a des relations qui sont trop abîmées pour fonctionner. Puis et ça fonctionne pas. Il y a des personnes... Quand les deux personnes vont pas bien ou ont chacune leur bagage, on peut pas... C'est faux de penser qu'on peut sauver l'autre, qu'on peut... qu'il y a toujours un happy ending à la fin. C'est faux, ça marche pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu pessimiste peut-être. Bien sûr que ça peut exister chez certaines personnes, j'en suis consciente et voilà. Mais la majorité du temps, ça l'est pas. Et c'est vrai que
Mais comme je disais au début du podcast, pour moi, je voyais aucun problème dans la relation dans After parce que, en fait, ça me permettait de quelque part vivre par procuration le fait que moi, à ce moment-là, je suis dans... j'avais déjà fréquenté peut-être 2 personnes, 3, je sais pas, où en fait, j'avais cette envie de sauver l'autre, en fait. J'avais envie de sauver l'autre, mais j'y arrivais pas parce que la personne, si en face, elle a pas envie d'être aidée ou qu'elle est même pas consciente que ça va pas ou qu'elle a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Rien. Oui, et puis surtout, c'est peut-être pas tant notre rôle. Notre rôle, c'est d'être... Je pense qu'avec de la maturité, du recul et un petit peu d'expérience en relation, tout ce que je pourrais dire, c'est que on peut accompagner quelqu'un, surtout la personne avec qui on est, c'est notre rôle de l'accompagner, la soutenir, mais pas de prendre le lead et de prendre la charge d'aider la personne à sortir de sa situation. Là, dans After, il y a Ardine qui est alcoolique. Puis Tessa aussi lui fait comprendre qu'elle est indispensable, il lui fait comprendre que qu'elle a une énorme importance, que si elle est pas là, tout va pas bien pour lui. Sauf ça, que c'est super toxique. Au final, c'est hyper toxique parce que on peut, avant, je pense, quand on était plus jeune, on voyait un peu un côté c'est cute, il peut pas vivre sans elle. Moi, ça me flatte. Moi, je trouvais que c'était flatteur. Voilà, c'est flatteur, oui. Rencontrer cette personne qui t'a changé. Sauf que au final, maintenant, moi, par exemple, je me suis toujours dit, ah oui, mais la personne, faut qu'elle ait ses propres trucs, faut qu'elle soit autonome. C'est parce que c'est pas viable, tu vois. Je pense que ce que je peux ajouter, c'est que au final, ça crée, même si justement le fait de nous avoir dans sa vie, la personne avec qui on est en relation, si vraiment ça l'aide à sortir de sa situation, tant mieux. Mais si c'est pas sa volonté et que c'est plus, ça crée une forme de dépendance. Et en fait, après on fusionne un peu avec la personne. Ou du moins l'autre fusionne avec nous, et même si sur la fin il y a un espèce d'happy ending où la personne se guérit, va mieux, etc., ça va être très difficile d'arriver au stade où vous allez pouvoir avoir une relation saine dans les 2 sens, parce que va y avoir une relation de dépendance qui va s'être créée l'autre va penser inconsciemment, et c'est normal que si l'autre n'est pas dans sa vie, il va rechuter dans ses problèmes, son passif. C'est pour ça que moi, la leçon, je trouve, à en retirer de ce côté-là, c'est se construire par soi-même. Parce que moi, justement, comme je vous disais, j'ai pas eu de relation, donc moi, j'ai pas connu ce truc de me construire en couple. Et au final, j'en suis pas mécontente parce que moi, ça m'a permis de vraiment essayer de me construire par moi-même et pas avec quelqu'un à côté, parce que c'est une très belle aventure et il y a plein de gens qui le vivent, de se construire en étant en couple. C'est difficile, mais c'est aussi une très belle aventure et ça a fait des très belles histoires d'amour. Mais je pense que on en reparlera, mais il y a un peu ce truc aussi de, si à ce moment-là de votre vie ça devait pas arriver, c'est ok. Et ça devait pas se passer maintenant, parce qu'il faut, pour qu'une relation fonctionne, nous on est un peu partisans faut que ce soit simple. Bien sûr, il y aura toujours des conflits, c'est pas ça qu'on dit, mais juste que ce soit simple et fluide et que tu te sentes bien avec la personne, et pas que ça appuie sur tous tes traumas et pas que ça appuie sur toutes tes insécurités. Oui, parce qu'au final, pour en revenir à ce côté syndrome du sauveur, etc., moi, j'avais cette sensation que si je me rendais indispensable pour la personne en face de moi, la personne avec qui je suis en relation ou dont je suis amoureuse, elle me quitterait pas. Et en fait, ça venait nourrir ma peur de l'abandon. Ce qui, du coup, est extrêmement toxique, et que même si la personne en face va mieux, derrière, si elle décide de partir, moi, j'ai donné toute mon énergie pour aider la personne à guérir, entre gros guillemets, parce que ça peut pas être que ma responsabilité ou que grâce à moi. Mais ça crée un truc où moi, ça me donnait l'impression, si j'aidais la personne à aller mieux dans sa vie, qu'elle me quitterait jamais, parce qu'elle serait consciente que sans moi, elle en serait pas là. Et en fait, il y a ce truc-là où moi, c'était aussi un besoin de reconnaissance, dans le sens que je fais des choses pour toi, sois reconnaissant envers moi. Besoin de reconnaissance. Mais malheureusement, c'est pas que c'est rare, mais c'est que en amour, la reconnaissance, c'est bien, hein, c'est beau, mais je trouve qu'il faut quand même partir sur un pied d'égalité. Oui. Dans le sens que les deux se tirent vers le haut. Et si tu as une relation, moi, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est que si j'ai une relation avec quelqu'un, ça me tire vers le haut, ça m'apporte quelque chose. C'est ça, c'est le truc de... Il faut pas aider l'autre dans la relation. C'est juste... C'est pas ce qu'on est en train de dire là. C'est vraiment que, justement, quand on est dans une relation dans notre façon de voir les choses, en tout cas avec Alex, saine. C'est notre façon, bien sûr. C'est ça. Dans une relation saine, il y a ce truc où chacun est avec son bagage, c'est certain.
Mais justement, la communication dans la relation, l'écoute va permettre de travailler sur les traumas de l'un et de l'autre, mais c'est la relation qui va aider à guérir les blessures. C'est pas la personne en face qui prend tout le poids de arrêter empêcher l'autre d'arrêter une addiction. Ouais, c'est ça. Genre par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, ça va être cacher les bouteilles, être toujours sur son dos à le surveiller, passer tout son temps à faire attention. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne à notre goût, puis c'est pas ça qui est sain dans une relation. Une relation, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui ont leur bagage, qui ont envie d'une relation, du moins d'avancer ensemble, je dirais, de garder l'autre à ses côtés. D'avancer ensemble, oui, bien sûr. Et construire quelque chose, mais sans se prendre la tête. Vraiment, moi, je vise la paix, que ce soit dans la relation, il faut que ce soit simple. Et c'est pour ça qu'il faut que... je fais un petit big up à Léa JPLF. Je sais pas si vous connaissez ses podcasts. Elle a donc en fait, elle dit toujours que pour elle, une relation, ça doit être S&S, donc sain et simple. Et en fait, c'est marrant, mais au début, quand je l'écoutais, ça me paraissait impossible, parce que j'ai découvert Léa il y a quelques années. Et c'est vrai que maintenant, il y a ce truc où, en fait, c'est juste évident. Une relation, ça doit pas être des cris, ça doit pas être des disputes à répétition. C'est ça. Et surtout, c'est ça, faut s'écouter, il faut écouter son instinct. Quand notre instinct, il nous dit ça marche pas, ou ça va pas fonctionner, ou c'est trop difficile, trop compliqué, trop de prise de tête. Bien sûr qu'on a des désaccords, et c'est sain d'avoir des désaccords, mais ce qui est important, c'est d'être capable de verbaliser que, justement, on n'est pas d'accord pour telle chose, d'en parler calmement, d'en parler à tête reposée, de pas parler sur le coup de l'énervement, de pas hausser le ton. Non, après, je pense que ça, c'est plus... effectivement, oui, on a tous déjà des réactions de colère, des fois, qui peuvent être plus ou moins grandes, donc ça, effectivement, c'est... à essayer quand même d'éviter et de plus communiquer. Mais je pense que c'est vraiment aussi... dans la vie, il faut se battre, mais il faut se battre pour les bonnes choses. Et quand ça vous draine de l'énergie, quand vous êtes épuisé, ça ne sert à rien. Et ça se retrouve dans le travail, ça se retrouve en amitié, ça se retrouve dans plein de choses. Si être avec la personne vous prend de l'énergie, ça ne sert à rien. Fuyez. Non, fuyez pas, mais genre dites... un peu quand même. Non, mais dites... Fuyez, c'est fort, j'aimerais bien arrêter la relation ou faire une pause. Je pense qu'après, c'est ça. Mais en tout cas, parce que After, ils ont eu leur happy ending. Spoiler alert, pardon, excusez-moi. Ils ont eu leur happy ending, mais ça n'empêche que ça reste un livre. Ça reste utopique. Et qu'il y a plein d'happy ending dans le monde, mais je pense qu'il faut juste vraiment s'écouter et c'est ça. Et ne pas accepter des choses qu'on n'accepterait jamais, qu'on ferait jamais. Voilà, faut s'écouter. Je pense qu'on va terminer là-dessus et que je pourrais pas dire mieux qu'Alex sur l'importance de s'écouter, et que si ça nous draine de l'énergie, si ça nous épuise psychologiquement, je veux dire, tout le monde a sa vie, tout le monde mérite d'être heureux, et ça demande déjà suffisamment de temps pour soi et de se connaître, et de travail personnel, de être heureux au travail, en amitié, en relation, pour aller mettre toute son énergie dans quelque chose qui est dans un sens du coup voué à l'échec et qui ne fonctionnera pas parce que justement c'est pas fluide et c'est pas sain et c'est pas calme et c'est ça en fait, il faut vraiment... Puis apprenez à être seul. Aimez être seul. Vous allez... Bon, on en fera peut-être un autre épisode là-dessus, ça mais va en tout cas voilà. Sur d'autres épisodes de podcast. Mais en tout cas c'est ça. Donc on a voilà notre petit épisode aujourd'hui sur After, les livres, la romance. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, puis à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, tout ça. Et j'ajouterai une petite chose, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, essayez de faire la part des choses et de ne pas banaliser, parce que vous avez le droit d'aimer lire de la romance. Allez-y, c'est génial, on adore ça. Mais ça, je pense, normaliser pour beaucoup de jeunes filles les relations. Et il faut faire gaffe, surtout quand vous commencez à lire ça très jeune. Exactement. Donc faites attention. Et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Un nouveau podcast. Exactement. Bisous. Bisous.